Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est entre les restes du dernier colis de fan que je fais cette vidéo parce que j'ai reçu un autre colis et j'ai peur d'oublier, alors j'y vais le plus vite possible. J'ai aussi un peu la flemme de ranger étant donné que je sais pas quoi faire de tous ces trucs. Nous avons une vieille batterie perceuse ici, enfin bon bref. Vous avez peut-être vu la vidéo donc vous le savez très certainement ce que j'ai reçu. Du grand n'importe quoi mais c'était drôle. Et donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre sinon? Bah voilà, alors la vidéo que nous allons faire aujourd'hui c'est Samsung Galaxy S5, une boîte de Samsung Galaxy S5, mais un faux Galaxy S5. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'étiquette de ce téléphone, enfin l'étiquette qui est sur la boîte. Il y a marqué Sam G900, ce qui est un petit peu n'importe quoi, étant donné que c'est pas du tout le nom de code du téléphone non plus, parce que logiquement, son nom de code c'est SM-G900 et ensuite une lettre pour dire à quel endroit il est vendu, genre F pour l'Europe. Donc bref, voilà, ça c'était une boîte d'une contrefaçon qui ressemble beaucoup à la boîte de l'original, hein, soit dit en passant. Et ensuite, alors, lequel est l'original, lequel est la contrefaçon? Posez-vous la question, vous allez... c'est très difficile à voir, mais en fait, il y a une façon très simple de pouvoir voir quelle est la contrefaçon et quel est le vrai. Bon, ça se voit pas tellement à la caméra en fait, ça se voit surtout à l'œil nu. Mais en gros, c'est là l'écran il est très très noir, parce que c'est un écran LCD IPS. Et là l'écran il est très gris, si vous regardez comme ça par le côté, comme ça. Là moi personnellement je le vois très gris ici, et les bordures très très noires. Là je vois au centre noir, mais pas exactement le même noir que le contour, donc on peut quand même distinguer l'écran du contour. Mais voilà, c'est beaucoup plus sombre au milieu. Donc voilà, c'est la différence que l'on peut voir rapidement, même si franchement en termes de construction, ils ont été très bien imités. Regardez-moi ça, donc lui c'est le vrai. Regardez-moi ça comme c'est... Enfin voilà, bon. Après c'est très simple de savoir quel est le vrai et quel est le faux. C'est... bon, quand c'est un truc qui a été utilisé un certain temps, je veux dire quand c'est quelque chose qui n'est pas neuf, c'est que le vrai a le temps de se retrouver dans cet état-là avant d'être foutu. Alors que celui-là, il n'a pas vraiment le temps. Comme vous le voyez, l'écran il est complètement mort. J'essaye de faire ce que je peux, là. Ouais, voilà, c'est bon, on a le lock screen là maintenant. Donc bon, le tactile marche encore, hein. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est tout sombre. Il y a marqué juste aucune conversation, là, complètement, voilà. Tout ce côté de l'écran ne marche pas. Si vous voyez bien, nous avons enfin, ça a été complètement brisé en haut. Ça s'est fait tout seul, et comme vous le savez, il faut quand même un exploit considérable pour casser le LCD. Tiens, c'est la barre de notification. Pour casser le LCD, et garder la vitre intacte, quand même, parce que les LCD, contrairement aux AMOLED, ont tendance à avoir une résistance aux chutes qui n'implique pas des problèmes de genre. Habituellement, quand un LCD se casse, ça fait des points partout. Enfin, quand un LCD se casse, non, quand un LCD s'est pris des chocs, ça fait des points partout, ça fait des lignes et tout ça. Mais rarement on pète complètement le truc intégralement, quoi. Là, celle-là, mais littéralement complètement pété, mais vraiment complètement pété. Ça, c'est parce que nous avons une vitre extrêmement souple, hein. Putain, ça s'est éteint brusque, mais alors... Ah non, ça s'est pas éteint brusque en fait, ça a fait un bruit dans le haut-parleur, et ensuite ça nous met des lignes. Voilà. Ou alors il est en train de se rallumer là. Alors vous voyez d'ailleurs le logo... Putain, ta goule. Vous voyez le logo de Android de qu'est-ce que je raconte, Jelly Bean, c'est-à-dire Android jusqu'à 4.3, de 4.1 à 4.3, ça s'appelait Jelly Bean. Alors que le Galaxy S5 est sorti sous 4.4, directement sous 4.4, c'est-à-dire KitKat. Donc il devrait pas du tout avoir ce logo-là. De toute façon d'ailleurs, aucun truc de chez Samsung a un logo générique d'Android. Ça c'est clair. Bah oui, c'est rallumé, mais qu'est-ce qu'il a? Bon, j'ai dû cliquer sur Reboot à la place. Ah tiens, il y a le machin qui dit que le cache à l'arrière n'est pas mis, qui s'est mis dessus. Sur ce faux machin. Parce que oui, quand on allume ce téléphone, et que le capot arrière, en fait, est mal mis, parce que ça fait l'étanchéité, eh bien ça met un message, comme quoi il est mal mis. Et ce message s'est mis sur ce téléphone-là, alors que c'est le faux. Ce qui est assez étrange, parce que ce téléphone n'est juste pas du tout étanche. Mais alors, du tout. Bon, je crois que là c'est dit quand même. Mais vous allez voir à quel point il ne l'est pas, quoi. Alors déjà, je vais enlever l'arrière. Donc première chose à voir, bah déjà il n'y a pas le joint là, donc du coup comment ça peut être étanche. Et sur le vrai, eh bien nous avons un cache comme ça, là ici, avec une jointure, hop, je vous montre ça, voilà, qui fait l'étanchéité là tout le long de la batterie, tout autour ici. Voilà, c'est très simplement fait quoi. Donc ensuite, est-ce que le cache du faux se met sur le vrai?
Eh ben, j'ai essayé avant la vidéo, donc bon, je vais le faire quand même. Allez, je le refais. Eh ben, oui, ça marche. C'est exactement la même taille, la même forme, la même épaisseur. Le téléphone est en extérieur vraiment extrêmement bien imité. Alors à tous ceux qui pensent que les Samsung ne se plient pas alors que de l'autre côté les iPhones se plient, bah justement à l'instant je viens juste de déplier le téléphone là parce que il avait un très léger, en fait il suffit de le poser comme ça sur la table et voir qu'il est bancal. Il l'est toujours un tout petit peu mais au départ il l'était beaucoup. Alors du coup je pense que la panne qu'il avait ça venait de ça en fait parce que en fait je vais vous dire pourquoi on me l'a envoyé. Et, attends bah oui mais non mais attends mais je fais tout à l'envers d'ailleurs. Donc je tiens à remercier donc Laurine ou alors son pseudo qui est Misaki Walker, écrit avec un seul S pour information pour Misaki, vu que c'est la prononciation japonaise, quand il y a qu'un seul S, ça se prononce comme un S et non pas comme un Z, comme on le prononcerait en français. Donc bref, qu'est-ce que j'étais en train de dire sinon à propos de ça? Oui, voilà, donc elle m'a envoyé ce téléphone parce que il a de gros problèmes, notamment le fait que, comme vous voyez, il est très usé, mais surtout le fait que à force d'usure, eh bien, il y a visiblement, alors je sais pas exactement si c'est la nappe qui est foutue à l'intérieur ou si c'est juste la prise qui relie l'écran à la carte mère, mais c'est possible que ce soit que la prise qui relie l'écran à la carte mère, parce que comme je l'ai dit, je l'ai posé comme ça et j'ai vu qu'il était très légèrement tordu, et qu'il est tordu pile à l'endroit où se trouve la prise, parce que la prise de l'écran se trouve plus ou moins ici en fait, sur le téléphone, en dessous de la vitre, et en plus il faut décoller la vitre pour pouvoir y arriver, donc c'est assez difficile à démonter un téléphone comme ça, donc il se trouve ici, pouf, vers là, et il fallait faire une pression comme ça, pour essayer de le faire fonctionner, en enlevant le cache batterie, parce que bien entendu il y a la souplesse du cache batterie sinon, qui empêche, parce que bon, il y a un petit peu de vide à cet endroit-là, il me semble, donc du coup, ça permet d'avoir une meilleure appui, et on appuie dessus très fort, puis ensuite on l'allume, et logiquement ça fonctionne, sinon l'écran il affiche une sorte de truc, comment expliquer ça, comment dire, une sorte de bouillie multicolore, j'aurais dû prendre une photo, une sorte de bouillie multicolore, qui est assez perturbante. Donc bref, ensuite nous avons la batterie, donc très simple, une batterie qui ressemble à l'original avec, regardons si ils se sont amusés à reprendre réellement la batterie originale, en fait juste une fausse batterie Samsung, vous savez comme les batteries qu'on trouve sur eBay et qui vous font un mois quoi, pour réduire les coûts et faire en sorte que cette machine coûte moins cher à fabriquer, cette contrefaçon. Donc bref, attendez 2 secondes. Voilà, donc le téléphone est maintenant éteint, je vais essayer de déboîter ça. Alors vous voyez d'ailleurs aussi un autre truc, c'est que, alors aucune des deux covers arrière n'est officielle. Hein. Alors pour information, les deux venaient en fait avec la contrefaçon. Le vrai, c'est le même que celui-là en complètement craqué de partout. Donc bon voilà, sauf que c'est le vrai Samsung, le vrai en question, et donc j'ai vu la différence de qualité. Le vrai Samsung, eh bien il se craque pas dans tous les sens, etc. au moindre truc, mais surtout celui-là il est collant, il est en train de se désagréger au niveau de la matière dans laquelle ils l'ont fait. C'est absolument dégueulasse. Celui-là n'est pas collant par contre parce que c'est pas la même peinture. Mais regardez-moi ça comme il se craque de partout. Encore une fois, c'est un téléphone qui a pas beaucoup servi, mais voilà, c'est juste que c'est de la merde. Que voulez-vous que je dise? Déjà que le capot officiel donc des vrais Samsung n'est pas particulièrement d'une solidité monstrueuse. Vous voyez quand même que celui-là qui est acheté sur eBay séparément, vous voyez celui-là qu'on peut acheter pièce par pièce, est quand même de meilleure qualité que celui-là qui est donné directement avec le téléphone où ils ont même pas mis la jointure parce que de toute façon il y a pas de il y a pas du tout d'étanchéité à protéger. Donc on va enlever la vraie batterie, voilà, une vraie, on va essayer de pas les confondre. Bon bref, allez, on va essayer de la mettre, oui voilà, elle rentre, oh purée par contre, elle ressort beaucoup plus facilement quoi. Je m'attendais à ce que ce soit plus long que l'original, mais non, à la place elle est plus courte que l'original. Regardez, attendez que, encore à l'envers, hein, décidément. Donc voilà, l'original, elle ne tombe pas. Voilà, bon, ça c'est fait. La fausse, je pense qu'elle tombe. Hein. Ah, elle a glissé légèrement, mais elle est restée... Donc, on la sent en fait ressortir, vous voyez? Hop. Donc je sais pas ce qui la retient, mais en tout cas, elle veut ressortir, il y a quelque chose qui la retient à peu près, mais franchement, quand on l'enlève, on sent, mais il y a rien qui retient, quoi. Ah, c'est parce qu'il faut que je fasse comme ça, en fait. Ah non, même pas. Parce que je m'attendais en fait que ce soit la gravité qui la retienne un petit peu vers là, à moins que ce soit l'inverse. Non, même pas. Je sais pas comment elle fait pour retenir, mais alors, franchement, elle est retenue par enfin voilà, une sorte d'intervention divine. On va voir si la fausse batterie arrive à faire démarrer le téléphone.
parce que franchement, les fausses batteries dans les téléphones Samsung, j'en ai déjà essayé plein, notamment dans le Galaxy S2, le problème à chaque fois, même quand elle est neuve parfois la batterie, eh bien c'est que le téléphone s'éteint avant même d'être arrivé à 50% sur la jauge de batterie, parce que la batterie n'est même pas capable de fournir assez de courant pour aller jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la tension indique que la batterie est chargée, voilà, il n'y a pas de problème, mais le courant fait qu'il est tellement peu fort que l'écran se met à friser et faire des trucs bizarres et pouf, le téléphone s'éteint. Et ça, c'est vraiment un truc assez spécial. Tiens, d'ailleurs, cette batterie est censée être chargée à fond, et dans ce téléphone, a marqué 100%, je suppose, vu qu'elle était chargée à fond et j'ai pas allumé ce téléphone plus long, ou alors elle a vraiment fondu à une vitesse incroyable. Enfin, peu importe. Et donc sur ce téléphone, là, c'est 27%. Alors que cette batterie, elle, par contre, elle a vraiment été déchargée pendant un long moment. Et elle marque 33%, donc bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Enfin voilà, elle a été utilisée pendant, je sais pas, attends, combien ça fait, à peu près 3h30, un truc comme ça. Enfin, elle doit avoir à peu près la capacité d'origine, peut-être un petit peu moins. Ce téléphone a déjà 2 ans quand même. Donc bref, je vais pas éteindre ce téléphone violemment, je vais l'éteindre comme il faut. Et maintenant, ce que l'on va faire, oh putain, j'ai peur que la batterie se pète la gueule, c'est un truc de dingue. Donc bref, maintenant, j'enlève la batterie qui se pète la gueule. Juste, c'est bizarre, hein, elle veut vraiment pas sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Attendez. Ah oui, c'est qu'il y a des crans en dessous derrière, je sais pas comment ça se fait. Il faut sûrement appuyer très légèrement dessus pour pouvoir l'enlever, mais je fais ça sans m'en rendre compte. Donc du coup, voilà. Donc bref, démontons le faux maintenant pour voir comment il est fait. Alors déjà regardons comment est fait le vrai d'ailleurs. Donc le vrai il a ces espèces de clapets là ici qui sont mis là et là exactement comme sur le faux. Hein. Ils ont vraiment copié la plasturgie mais jusqu'au bout quoi. Hein, comme vous pouvez le constater c'est vraiment très similaire. Regardons par contre l'appareil photo. C'est souvent un des points qui ne trompe pas quand on achète une contrefaçon. Regardez la taille de l'ouverture. Regardez la taille de l'ouverture là, c'est 2 fois plus petit. Oui, en effet, c'est un appareil photo qui est très certainement bien plus mauvais. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre de spécial? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut enlever ces espèces de clapets comme sur celui-là? Je ne sais pas non plus. Alors a priori, pour pouvoir démonter ce téléphone, si j'ai bien compris tout, il faut virer l'écran, c'est le seul moyen, il faut décoller l'écran, chose que je ne ferai pas, sauf dans la dernière partie de la vidéo, si je suis obligé de le faire pour nettoyer, modifier cette prise, vérifier ce qui va pas avec cet écran, etc. Parce que vu que là j'ai peut-être réglé le problème, j'ai pas envie de risquer quelque chose, vous me connaissez très certainement, je déteste casser des trucs si ce n'est pas nécessaire. Alors l'un des seuls trucs qui manque, que ce soit sur le faux ou dans le vrai, c'est la petite trappe ici. D'ailleurs, là encore, c'est une pièce qu'ils ont piquée sur le vrai, parce qu'elle est exactement faite de la même façon que sur le vrai. Vous voyez, il y a cette espèce de petit bout de plastique et tout ça, il suffit de dévisser ça et on peut changer la petite trappe. Enfin, on peut changer l'assemblage petit bout de plastique ici, plus la trappe qui se ferme et c'est pour l'étanchéité de la prise USB, hein, pour information. Alors, un autre truc complètement absurde avec la contrefaçon, c'est que la contrefaçon utilise un processeur Mediatek, il me semble, MT6582. Oh, il y a pas de... Enfin, peu importe lequel ils utilisent, de toute façon, tous ceux de la génération de ce téléphone-là n'étaient pas compatibles USB 3 directement, donc ils ont foutu une prise USB 3 qui n'a aucun intérêt en dehors du fait que de faire croire que le truc supporte l'USB 3 alors qu'il ne le supporte pas. Donc voilà, bon, c'est juste pour avoir la même prise que l'original, c'est génial. Donc bref, dévissons tout ça et vous allez voir une chose particulièrement amusante sur ce téléphone par rapport au vrai. Déjà, vous avez vu qu'il y a des vis supplémentaires derrière. Vous voyez, ici, il n'y a pas de vis, ici, il n'y a pas de vis. Ici il y a une vis, ici il y a une vis. À quoi servent ces vis supplémentaires? Eh bien, vous allez comprendre comment est fait le système d'assemblage. L'écran sur le Galaxy S5, le vrai, est retenu uniquement par la colle, parce qu'il y a une énorme quantité de colle autour de l'écran qui permet de faire l'étanchéité, en fait. Eh bien, sur ce téléphone, vous allez voir... oui, ça veut pas se dévisser plus loin. Bon, ah d'accord, ok. Donc je disais, vous allez voir que sur ce téléphone, eh bien ils ont eu une astuce qui est particulièrement marrante. C'est qu'en fait, au lieu de faire un truc étanche, ils se sont dit, oh zut, on s'en fout en fait. On va tout simplement monter le téléphone à l'envers de comment est fait l'original. Donc l'envers de comment est fait l'original, vous allez comprendre très rapidement quand j'aurai réussi à enlever ces petits trucs là. Bon, ça va pas être facile à enlever comme ça, je vais aller chercher un tout petit tournevis plat ou un truc du genre. Alors je vais essayer avec ça, mais je suis pas sûr que ce soit assez fin. Oh bah si, c'est assez fin, parfait. Autant utiliser les outils adéquats des fois, hein. Bon, ça veut pas se barrer dans le sens que je le pensais, mais c'est pas grave, donc hop, on enlève ça. Je sais pas si sur le vrai,
Bah dis donc, je sais pas si sur le vrai ça peut se déclipser aussi comme ça, on va voir ça tout de suite. Donc a priori c'est les trucs qui retiennent les antennes, sauf que là comme vous le voyez ici il n'y a pas d'antenne. Ok, donc on va voir s'il y a une antenne sur le vrai, hein. Si j'arrive ne serait-ce qu'à passer mon truc, parce que autant sur l'autre, je me demandais si c'était assez fin pour passer, autant sur le vrai, c'est juste pas assez fin pour passer, et c'est peut-être pas déboîtable, hein. Oh, je vois pas pourquoi ça serait pas déboîtable, on voit une belle fissure comme ça. Non, il doit y avoir toute l'étanchéité là-dedans, ça se trouve c'est collé et tout, c'est pas du tout fait comme je le pense a priori. Donc, mais bon, on voit les antennes à travers, hein, comme vous pouvez le constater, on voit, vous savez, ces espèces de reliefs là ici. Sur celui-là, on les voit peut-être, mais c'est juste du plastique imprimé. C'est juste des reliefs qui sont mis dans le plastique. Donc bref, tout pour l'apparence, hein, comme d'habitude, on part sur de bonnes bases. Maintenant, continuons avec ceci. Ah oui, je fais encore dans le principe, je fais tout à l'envers. Ce téléphone de contrefaçon m'a été envoyé par quelqu'un, malheureusement, j'ai perdu complètement la trace de qui c'est, enfin bon voilà, aucune idée. Donc ça parce que ça fait très 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 longtemps. Ça m'a été envoyé par un spectateur aussi qui a cassé cette contrefaçon quelques mois après l'avoir acheté, genre 5 mois au mieux, je sais pas exactement combien de temps ça a duré. Enfin voilà. Donc ensuite, voici le grand mystère de ce téléphone. Enfin de ce smartphone, bon, enfin à peine smartphone, hein. Bon voilà, donc regardez, il y a une prise ici, une bonne grosse prise mâchoire, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas du tout à quoi elle est censée être reliée. Est-ce que c'est pour un digitizer alternatif? Genre, il y a le même téléphone qui utilise la même carte mère, sauf qu'ils ont mis un digitizer ou un appareil photo alternatif, j'en sais rien, enfin l'un ou l'autre. Et donc ça se branche sur cette prise, alors que là, il y a une deuxième prise aussi qui serait peut-être inutilisée dans un cas ou l'autre. Donc vous voyez, on enlève ces trucs qui sont censés être les antennes, et les antennes en fait sont en dessous, quoi. Elles sont pas comme... Enfin bon, voilà, c'est juste n'importe quoi. Et donc voilà, ensuite on dévisse, et on finit par faire le truc dont je vous parlais, qui était particulièrement drôle. Attention, on y est presque, je crois que ça c'est la dernière vis. Voilà. Donc maintenant, au lieu d'avoir l'écran qui est collé, nous avons tout simplement le contour qui est emboîté par autour. C'est pas du tout comme le vrai, parce que le vrai, c'est pas du tout ça, en fait. Vous avez toute cette partie qui est une partie en un seul bloc. Enfin, vous allez voir ça quand je l'aurai enlevé, mais enfin, en gros, c'est impossible de pouvoir séparer le plastique en deux parties de plastique différentes, en fait. Il y a juste l'écran lui-même. D'ailleurs, c'est très pratique que ce téléphone, ce soit par l'écran qu'il faut commencer à le démonter si vous avez cassé l'écran, parce que ça permet de le remplacer relativement facilement. Alors que sur les autres téléphones, il faut souvent démonter tout l'arrière et tout ça pour pouvoir enfin enlever l'écran. Pas sur le Galaxy S5. Par contre, si vous avez une autre sorte de réparation à faire sur le Galaxy S5, bon sang, genre la prise USB, ce genre de truc, bon sang, amusez-vous bien. Parce qu'il faut d'abord déboîter l'écran, et comme vous le savez peut-être, les écrans AMOLED, c'est pas ce qui se fait de moins cher. Alors si vous le cassez pendant le processus, bravo, vous êtes parti pour payer 150 € pour un écran. Enfin, ça a peut-être baissé, hein, le prix maintenant, hein, j'en sais rien, mais à l'époque où j'avais regardé la dernière fois, c'était ça, 150 € pour un écran, et ça c'est le moins cher en plus, hein, c'est pas genre en prenant la première boutique qui me vient, hein, non, c'est après avoir comparé les prix. Et ensuite, voilà, vous avez tout à... Enfin voilà, bon bref, voilà, c'est presque le prix du téléphone, hein, des fois, hein, pour changer un AMOLED, surtout si c'est un téléphone assez ancien. Bon, le S5, ça va encore, c'est peut-être encore rentable, mais bon, voilà. Donc ensuite, vous avez la carte mère. Alors, comment vous dire que ça ne ressemble pas du tout à ce à quoi ça ressemble à l'intérieur d'un vrai Galaxy S5, et comment vous dire aussi que ça, c'est absurde. Le fait de pouvoir enlever tout ça, et donc le fait de ne pas du tout avoir d'étanchéité, étant donné que, comme vous le voyez ici, vous avez une jointure qui se fait ici, là, avec aucun joint, hein, rien du tout, et ensuite, vous avez l'eau qui peut passer par là et aller directement sur la carte mère, hein. Il y a juste rien pour retenir du tout, c'est juste n'importe quoi. Enfin, c'est pas du tout fait comme ça sur le vrai, bien sûr. C'est quoi ça? Il y a un truc qui a l'air de dépasser ici, est-ce que ce serait une carte SD? Non, c'est un composant. Il est pas là du tout, le lecteur de carte SD, en fait, il est là que je suis con. Non, c'est le processeur qu'ils ont dû mettre là. Alors ça, par contre, c'est assez fidèle à l'original. Le processeur est réellement dans ce secteur-là, sur l'original. D'ailleurs, ça aussi, c'est très fidèle à l'original, le fait d'avoir mis le capteur ici. Par contre, le fait que la carte mère soit si vide, ça non, ça c'est n'importe quoi, c'est pas du tout comme l'original. Bon, quand je dis c'est n'importe quoi, je dis pas qu'ils avaient besoin de faire en sorte
que ça prenne plus de place, hein. Tant que ça marche, c'est bon, quoi, je veux dire, y a pas de problème. Mais bon, le capteur photo est 2 fois plus gros aussi, comme je le disais, que ce soit au niveau de la lentille, mais aussi le capteur lui-même n'a pas du tout la même taille, n'a pas du tout la même forme. Et ensuite, en enlevant la carte mère, vous voyez que sur l'autre face, je l'ai déjà démonté, c'est pour ça que je dis ça, il n'y a rien du tout. Ensuite, un autre truc à savoir, c'est que comme je vous l'ai dit, l'écran du vrai est clipsé à cet endroit-là. Vous avez une prise là, et ensuite vous avez le reste des prises qui se trouvent là. Donc, en fait, le truc, c'est que en le décollant, vous pouvez ensuite débrancher les prises. Là, ce n'est pas le cas. Il faut d'abord démonter l'arrière pour pouvoir accéder aux prises. Et là, vous avez une vieille nappe coincée comme ça, exactement comme pas mal de téléphones en fait. Hein. Je veux dire, c'est un concept pris relativement fréquemment. Et donc, vous avez ici, là, comme je vous l'ai dit, cette espèce de nappe coincée. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je tiens à préciser un truc. L'antenne ici qu'il y avait, qui n'est reliée à rien, vous savez, qui n'est même pas une vraie antenne, que ce soit ici, ou même sur, en dessous, il y a rien du tout. C'est l'antenne 4G, parce que ce téléphone n'est pas un téléphone 4G, bien sûr. Donc voilà, nous avons l'antenne 4G qui manque. Donc bref, ce que je voulais dire aussi ici, c'est que, donc, bah voilà, vous êtes obligé d'enlever tout le truc pour pouvoir ensuite enlever les petites nappes. Donc vous avez une nappe ici, vous avez là la prise qui ne trompe pas. Nous avons un digitizer de marque Mediatek. Ce n'est pas une mauvaise marque non plus, mais à côté du vrai qui a un digitizer de marque Synaptics, c'est-à-dire la même marque que ceux qui font professionnellement des touchpads ou des grandes surfaces tactiles capacitives, ce genre de truc, enfin une bonne marque quoi, une marque reconnue et qui est là depuis très longtemps là-dessus. Là nous avons Mediatek, qui n'est pas une mauvaise marque non plus encore une fois, mais regardez à quel point ça a été fait pour le chip. Nous avons en gros une interface USB, je suppose, pour relier le digitizer à la carte mère. Je suppose que c'est une interface USB parce qu'il y a quoi, il y a très certainement 2 fils de data et le reste c'est du ground et de l'alimentation. Donc en gros, si j'ai bien compté, il y en a 6 là, non? Ouais, c'est ça, il y en a 6. Quand j'en vois 6, moi j'ai très certainement envie de dire que c'est très certainement du ground pour l'isolation, c'est-à-dire du neutre. Et ensuite une tension et 2 fils de data très certainement, donc ça ressemble à une interface USB, si c'en est pas une ça serait étonnant. Donc bref voilà, avec là ici nous avons un petit composant qui fait la translation très certainement du digitizer vers l'USB qui est fait par Mediatek, qui se trouve ici, en dessous de cette espèce de truc pour l'isoler des interférences en fait. Et voilà, vous voyez aussi que vous avez une sorte de petite base, voilà, enfin du neutre quoi, du ground encore une fois, ici pour pouvoir faire en sorte que ça puisse l'isoler un petit peu. Donc des fois il y a des problèmes d'isolation avec ces trucs là et là ils y ont été jusqu'au bout, hein. Je suppose qu'il n'y a pas de problème d'isolation, enfin j'espère en tout cas, enfin j'ai pas eu de problème de tactile, mais en même temps pour s'en servir avec un écran foutu c'est pas forcément super simple. Donc bref, ensuite on enlève cette petite nappe. Attendez que j'enlève ça, pouf. Voilà, c'est bon, j'ai enlevé la petite nappe. Et ensuite, nous avons les boutons. Alors là, oui, ça c'est pas mal aussi, hein, soudé à la carte mère et tout ça. Ça c'est encore du grand standard dans les téléphones no-name et tout ça, hein, les boutons comme ça qui, hop, voilà, viennent avec la carte mère. Bon, c'est pas non plus un truc qu'on voit rarement dans les grandes marques, hein, ça peut se voir aussi, hein, bien entendu. Donc, hop, voilà, mais quand même, habituellement, c'est fait avec des trucs un petit peu plus nobles. Là, en l'occurrence, vous avez une nappe extrêmement fine, et je connais pas mal de gens qui ont essayé de réparer ce genre de téléphone no-name, et qui se sont retrouvés, tout simplement, à arracher le fil en lui-même. Donc là, nous avons la prise qui relie à tout ce qui est en bas, c'est-à-dire l'antenne GSM, alors c'est ce fil-là, c'est le tout petit, là, ici, voilà, avec son fil, et le reste, c'est haut-parleur, vibreur, l'antenne qui se clipse ici, là, sur ces broches-là, et la prise USB, donc hop, on l'enlève, et je crois que j'ai enlevé j'ai enlevé tout ce qu'il faut, donc voilà, on a la carte mère ensuite qui pop comme ça toute seule, et pouf, comme je vous l'ai dit derrière, il y a presque rien. Donc voilà, c'est vraiment une construction très simple, avec la caméra frontale est vraiment... alors comme d'habitude, hein, la caméra frontale, au lieu d'être déclipsable, etc., avec sa vraie prise et tout, si elle tombe en panne, nous avons une caméra frontale qui est directement soudée. Donc bon, voilà, hein, c'est très bien pour les réparations. De toute façon, je vous le dis, hein, pour tout ce qui est no-name, c'est peine perdue de réparer ça. J'ai déjà essayé de réparer pas mal de trucs no-name, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une autre panne ensuite derrière, ça tombe en panne de partout. Rien que le fait d'y toucher risque de les faire tomber en panne. Donc vous voyez que là, ils ont fait un truc qui me fait bien marrer, un petit bout d'autocollant 3M, double face, pour pouvoir coller la caméra ici sur... alors je suppose que c'est dans ce trou-là, ici, là, pour pouvoir faire en sorte qu'elle ne bouge pas, hein, parce que là, elle est retenue par rien du tout, là, comme vous le voyez, voilà.
Elle est retenue juste par la pression du truc et tout ça, donc elle peut encore bouger parce qu'il y a un petit peu de voilà, et de mouvement, quoi. Et donc, ils ont même pas fait en sorte que l'autocollant 3M fasse toute la surface, pour que ce soit bien collé. Ils ont fait en sorte que ça fasse un tout petit truc de rien du tout, et ils ont même pas enlevé l'autre côté de l'autocollant, là, c'est-à-dire cette partie-là, là, voilà, que je viens d'enlever actuellement, pour faire en sorte que ça colle. Parce que là, maintenant, ça colle. Là, ça pourrait coller. Mais en gros... Ils ont même pas été jusqu'au bout du processus. À quoi ça sert de mettre un bout d'autocollant 3M si c'est pour même pas ensuite enlever le petit truc pour faire en sorte qu'ensuite ce soit réellement collé? Parce que là, je vous le montre, hein, c'est vraiment collé. Hein. Vous voyez, c'est un petit bout d'autocollant 3M. C'est très certainement d'ailleurs pas la force la plus grande parce que il se décolle relativement facilement. Donc ensuite on peut enlever bien sûr la carte qui contient l'USB. Ah oui tiens, bah voilà un autre truc aussi qui est relié à cette prise. C'est tout simplement, bah j'avais complètement oublié ce détail, mais c'est vrai que ça existe, hein, c'est les boutons capacitifs. Ah merde, ça peut pas s'enlever en fait. Ils nous ont mis un truc ici pour... Ah non, c'est que c'est collé d'ailleurs. Ok, d'accord, voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Oh purée, et ensuite, il y a le vibreur qui veut venir avec. Oh bah dis donc. Pouf, voilà le vibreur. Le vibreur, lui, par contre, ils l'ont collé à l'autocollant, hein, même si c'était pas, encore une fois, l'autocollant le plus fort du monde. Donc voilà, deux boutons capacitifs, enfin, c'est pas la partie capacitive qui se trouve ici, a priori, il y a le capacitif, ça fait partie du reste du digitizer, mais c'est tout simplement les LED qui sont en dessous. Nous avons aussi le micro que j'avais oublié dans ce qui était relié là-dessus, et bien sûr le bouton physique. Alors comme d'habitude avec ces trucs-là, le bouton physique, ça fait partie de ces boutons physiques qui, au bout de 2 mois, il faut appuyer 2 fois dessus pour que ça fasse home, sinon ça marche pas du premier coup, parce que si on appuie un peu trop sur le côté, ça marche pas, si on appuie un tout petit peu vers le haut, ça marche pas, enfin bon voilà, parce que c'est comme d'habitude, des boutons qui sont extrêmement cheap dans ces trucs no-name. Alors que dans les vrais Samsung, j'ai pratiquement jamais vu de problème de boutons, c'est même encore plus rare que sur les iPhones, j'ai envie de dire, donc c'est dire à quel point c'est rare. Donc voilà, enfin il y a eu une série d'iPhone qui a eu des problèmes, hein, pas tous bien sûr, mais il y a eu une série d'iPhone où ils avaient peut-être pris les mêmes boutons que les trucs no-name, parce que franchement il y avait des problèmes partout. Mais en dehors de cette série, c'est encore plus rare que sur les iPhones, donc bon, c'est franchement pas un truc qu'on voit souvent. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme type de bouton, mais ça doit ressembler à ça, hein, ça doit vraiment avoir la même apparence. C'est juste qu'ils doivent utiliser des surfaces non oxydables pour faire en sorte que ça vieillisse bien, alors que ou l'isoler très bien. Alors que là, visiblement, il y a de l'oxydation qui se fait mais super vite, même si vous utilisez pas votre téléphone dans des endroits humides, hein. Et j'ai vu ça dans je sais pas combien de téléphones no-name avec des boutons physiques. C'est juste, ça ne perd, c'est jamais ça ne trompe. C'est toujours le même problème. Ça déconne au bout de 2 mois ou un truc comme ça. Donc j'ai pu voir ça notamment avec le comment il s'appelait, ah mince, c'était le Ulfone B-Touch, voilà, c'était ça. Un des exemples parmi tant d'autres de téléphones avec un bouton physique qui ensuite il faut appuyer 2 fois de suite dessus ou appuyer plus fort pour que ça marche. Bon bah maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement continuer à voir si ce téléphone a décidé de refaire ou pas le problème du fait que l'écran n'est pas détecté, ou enfin que l'écran est mal branché, enfin a priori c'est à ça que ça ressemble, et s'il continue à le faire, eh bien, je vais revenir ici pour faire une fin de vidéo pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur de ce téléphone. Sinon, franchement, ça me chagrinerait un petit peu de continuer à abîmer. Vous voyez la colle UV qu'il y a autour, etc., qui est déjà bien. Vous voyez, ça a été bien attaqué et tout ça. Je suppose qu'il y a eu une tentative de démontage déjà pour essayer justement de voir si ça allait pas avec cette prise. Parce que voilà, c'est très difficile de décoller ce genre de colle, mais voilà, bon bref. Et donc voilà, donc si ça fonctionne bien, bah je vais le garder comme ça. Et bah voilà, bah d'ici là je vous dis salut à tous et à la prochaine.